L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Bastien. Il a 18 ans et cette histoire s'est passée vers 22 h. D'ailleurs, il faut savoir qu'il habite en Suisse. Donc si jamais vous reconnaissez les lieux, c'est un petit plus. À ce moment-là, Bastien rentre de chez sa grand-mère et va chez son père. Bon, ça fait un petit moment que Bastien il prend le train tout seul. Et jusqu'à maintenant, il a jamais eu de problème. Le train qu'il prend est à Fribourg. Et quand il est sur le quai, il le voit directement, donc il monte dedans. Dès qu'il s'assoit, Bastien il peut remarquer que y a personne dans le wagon. Il y a juste un homme qui est dehors, assis sur un banc du quai. Le truc, c'est que Bastien il remarque directement que ce gars le fixe mais intensément. Après 1 minute, l'homme sur le banc se lève et rentre dans le train. Là, il va se mettre sur un siège juste à côté de Bastien. Alors que je vous rappelle que tout le wagon est carrément libre. Déjà là, Bastien il se dit qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Il sent que là il est déjà dans une situation compliquée. Sur le moment, Bastien il ose pas le regarder et il fixe juste son téléphone. Sauf que le gars à côté de lui commence à tapoter du pied. Mais c'est pas avec un rythme comme si on écoutait de la musique ou quoi en mode entraînant. Non, là c'est clairement autre chose. Bastien il fait mine de ne rien entendre car heureusement pour lui, il a des écouteurs dans ses oreilles. Et ça ça doit sûrement agacer le type. Puisque le gars il va se décaler d'un siège et il va se rapprocher de Bastien encore plus. Et bien évidemment, pour rien arranger, il va commencer à retaper du pied, mais cette fois bien plus fort. Bastien, il est pas bête, à ce moment-là, il comprend que le gars il veut juste son attention. En parallèle, il envoie un message à son père lui demandant de venir le chercher à la gare où il descend. Puisque oui, il veut prendre aucun risque. Après avoir envoyé les messages, il essaye de le regarder par le reflet de la fenêtre. Et Bastien voit qu'il continue de le fixer sans arrêt. Au moment où le train part, Bastien n'a toujours pas reçu de réponse de son père. Il décide donc de l'appeler pour lui dire que son train vient de partir de Fribourg tout en lui demandant s'il a vu ses messages. Après une petite discussion avec son père, Bastien raccroche. L'homme de son côté, lui prête plus attention et il fait mine de regarder son téléphone. Bon, il y a une chose à savoir, c'est que Bastien il est monté à Fribourg. Et lui, il doit s'arrêter à un certain arrêt. Mais entre les deux, il y a un autre arrêt. Et pour le plus grand bonheur de Bastien, cet homme a décidé de descendre là. Mais en passant juste à côté de Bastien, l'homme a pris son téléphone, a pris Google Traduction et a mis le petit speaker. Et justement, il a appuyé sur play et la voix a pu lui dire « Tu aimes ça, pas vrai ?» Après ça, l'homme est descendu du train au calme. Sur le coup, Bastien il a pas fait trop attention au message car il était vraiment soulagé que le gars parte du train. Il est carrément en train de souffler, il est en mode « Ah ça y est, c'est terminé ». Il se dit que le gars est descendu du train et qu'il est retourné chez lui tranquillement. Ou à la rigueur qu'il est parti attendre un autre train ou quoi. Du coup, Bastien au bout d'un moment, il commence à regarder par la fenêtre. Et là, il peut voir le visage de cet homme au niveau de la fenêtre en grand plan. Et ça a pas duré 10 secondes ou quoi, non. Il est resté comme ça jusqu'à ce que le train parte. Bon, finalement, il lui est rien arrivé de physique. Mais il sait que cet homme lui voulait clairement pas du bien. Clairement, j'aimerais pas vivre ça. T'es dans un train, donc t'es enfermé, tu peux rien faire, tu peux pas sauter du train. Et t'as un mec très bizarre qui vient se mettre très proche de toi pour faire des choses bizarres. Tu te dis que ça va en venir aux mains, le gars est peut-être sous substance ou bien sous alcool. Heureusement, ça va pas plus loin, mais bon, le gars a quand même un petit grain parce que rester comme ça à la fenêtre, c'est bizarre quand même. Allez, passons maintenant au second thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Elena et ça lui est arrivé en été 2022. Elena, c'est une jeune fille de 18 ans et elle a emménagé dans une grande ville quand elle n'avait que 16 ans. Puisque pour réaliser son rêve de devenir photographe, elle a dû emménager avec sa sœur. Puisque l'école de ses rêves, elle se trouve dans la ville où habite sa sœur. Durant sa première année de seconde, elle a rapidement sympathisé avec 2 terminales de sa section pro. Et donc au fil du temps avec d'autres terminales. Elle avait quand même son petit groupe dans sa classe, même si elle avait pas beaucoup d'amis. Lorsque les terminales ont dû quitter le lycée, elle est restée proche d'une amie qui vivait à même pas 10 minutes de chez elle. Ce qui était quand même plutôt pratique étant donné que sa sœur, elle est partie vivre chez leur grand-mère. Ce qui fait que elle, maintenant elle est seule dans le logement. Été 2022, elle a maintenant 18 ans et son meilleur ami que l'on va appeler Arthur part faire ses études à l'autre bout du monde à la fin de l'été. Et comme vous l'aurez compris, ils passeront plus beaucoup de temps ensemble. Un soir, cet ami lui propose de le rejoindre, lui et des amis qu'elle connaissait dans un bar pour passer la soirée. Ah, ce soir-là, elle est pas dans le top de sa forme et du coup elle hésite un petit peu. D'ailleurs, elle aurait préféré jouer à Minecraft plutôt que de sortir. C'est pas moi qui l'ai rajouté, c'était comme ça dans l'histoire, oui. Après plusieurs hésitations, Elena elle se motive et elle se prépare à les rejoindre. Arrivée au bar avec beaucoup d'appréhension et un petit peu de flemme, la soirée commence et les verres s'enchaînent. Durant la soirée, Elena discute beaucoup avec une fille de leur groupe qu'elle avait déjà vue quelques fois auparavant et tout se passe bien. D'ailleurs, Elena elle nous dit que le bar il est assez petit et que quand c'est bondé de monde, c'est assez facile de perdre son groupe.
À un moment de la soirée, le groupe y part chercher des verres et cette fille et Elena restent pour surveiller les verres encore sur la table, histoire de s'assurer qu'il n'y ait aucune personne malveillante qui mette quelque chose dans l'un d'entre eux. Quelques minutes après le retour du groupe, tout le monde danse et s'amuse. Bref, une bonne soirée en fin de compte. Jusqu'à ce qu'il y ait un homme qui commence à coller un petit peu Elena. Ce qui, on va pas se mentir, l'embête au plus haut point. Elle est pas très tactile et elle le fait savoir à son meilleur ami Arthur. Il a fait en sorte de la décaler près d'un mur, comme ça il y a que lui et un groupe de filles qui se sont installées juste derrière eux qui peut l'approcher. Sauf qu'à partir de ce moment-là, Elena elle commence à avoir anormalement chaud. Elle décide donc de le dire à Arthur et lui dit qu'elle va aller prendre l'air et qu'elle sera accompagnée avec la fille du groupe. Mais au moment de sortir, le videur du bar leur informe que toute sortie est définitive. Sauf que les deux filles, elles ont pas envie de se retrouver toutes seules dehors sans téléphone. Elles décident donc de rejoindre le reste du groupe et elles se disent que c'est peut-être la canicule. Et que bon, allez, ça va peut-être passer. Sauf qu'à partir de maintenant, la soirée va prendre une toute autre tournure. Après quelques minutes, elle a de plus en plus chaud. Et elle explique à son meilleur ami qu'elle va aller aux toilettes pour se rafraîchir. Les toilettes se situant juste à côté, elle y va toute seule. Sauf qu'au moment où Elena se lève, c'est le blackout. À partir de là, elle a que des souvenirs un petit peu flous. Elle se souvient seulement qu'elle s'est levée et qu'elle s'est dirigée vers les toilettes. Elle se souvient être par terre et voir un homme au-dessus d'elle et une fille avec un pantalon vert. Elle a pu entendre « il faut la mettre en PLS ». Tout ça avant d'être portée par un homme qui lui a demandé de se rallonger. Le videur et les deux barman l'ont emmenée à l'extérieur et malgré qu'elle ait du mal à comprendre, elle comprend qu'elle a fait un petit malaise. À ce moment-là, elle est assise dehors avec un barman qui lui demande de boire un verre d'eau sucrée. Quant à l'autre barman, il lui dit qu'elle devrait appeler quelqu'un et qu'elle devrait pas rester là parce que eux, ils ont pas que ça à faire. Au moment où le barman aigri part, les souvenirs d'Elena sont encore très flous et elle n'a toujours pas récupéré ses esprits. À un moment, il y a un homme qui arrive derrière Elena et qui dit au second barman « C'est mon amie, je vais la ramener chez elle ». À ce moment-là, Elena elle est incapable de parler ni même de bouger. Mais elle sait très bien que cet homme n'est pas son ami. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand l'homme parle, elle a quasiment l'impression d'entendre la voix de son meilleur ami. Mais étant incapable de dire quoi que ce soit, le videur explique plutôt violemment à l'homme qu'il n'ira nulle part avec Elena. Mais l'homme, il insiste énormément et lui dit que oui, il est bien l'ami d'Elena. Après ça, il y a quelques échanges qu'Elena n'a pas forcément retenus. Mais tout ce qu'elle sait, c'est que quand elle a récupéré ses esprits, il y avait le barman tout gentil qui était à côté d'elle. Il lui a alors demandé gentiment d'appeler quelqu'un et qu'il ne la laisserait pas partir seule. Elena lui a tendu son téléphone avec le contact d'Arthur. Le barman a essayé d'appeler mais sans réponse. Du coup, elle a plus qu'une solution, c'est d'écrire son groupe, comme ça le gentil barman peut aller chercher Arthur. Le barman se met à partir pour aller chercher Arthur, mais en partant, il va lui dire une petite phrase un petit peu drôle vu la situation. « Si jamais quand je reviens tu n'es pas là, attention à toi ». Bon, il le dit avec un petit sourire très rassurant. À ce moment-là, elle se retrouve seule dans une rue de la ville avec la peur de revoir cet homme qui disait être son ami. Heureusement, le barman revient vite avec Arthur et lui a expliqué un petit peu la situation. À partir de là, elle est enfin rassurée et elle remercie le barman tout en s'excusant comme elle le fait depuis le début. Quand le barman est parti, elle a commencé à pleurer. Quant à son meilleur ami, il lui a expliqué que son téléphone n'avait plus de batterie et qu'il n'a pas pu voir son appel. Il a donc pris le téléphone d'Elena pour prévenir le reste du groupe qu'il va la ramener chez elle. Sur le chemin du retour, elle avait vraiment l'impression que tout le monde était l'homme qui prétendait être son ami tout à l'heure. Une fois arrivée chez elle, Elena a regardé ses bras et ses jambes afin de vérifier que ce ne soit pas une attaque à la seringue, ce qui était assez courant dans sa ville. Ce soir-là, ils n'ont rien trouvé, pas de marque. C'est seulement le lendemain, après avoir passé la pire nuit de sa vie, qu'elle a remarqué un petit trou et une grosse marque rouge sur son bras. Malgré ça, elle n'a pas porté plainte car elle a appelé la police, mais il lui dit qu'ils pourront sûrement rien faire. Et depuis ce jour-là, Elena n'arrête pas de se demander qu'est-ce qui se serait passé si le barman et le videur l'avaient laissé partir avec cet homme qui prétendait être son ami. Forcément, après ça, elle a fait énormément de cauchemars à propos de ça. Ce qui l'affecte le plus dans cette histoire, c'est qu'il y a toute une partie de la soirée qui est carrément floue. Elle sait pas du tout ce qui s'est passé pendant ce laps de temps. On peut dire un grand bravo au barman et aux videurs qui ont quand même assuré la sécurité de cette fille. Puisque l'homme qui disait oui c'est mon ami nanani, tu sais très bien que c'est sûrement le gars qui a mis la piqûre. Et s'il a fait ça, on sait très bien qu'il voulait pas l'emmener chez lui pour aller faire un petit Monopoly. Non, il avait des pensées un petit peu plus glauques. Heureusement, Elena a pu s'en sortir et d'ailleurs c'est une histoire française au fait. Donc si jamais vous voulez lui écrire des commentaires, n'hésitez pas. Elle est peut-être pas abonnée, j'en sais rien ou quoi, mais bon, c'était sur Reddit français. Voilà, donc si jamais d'ailleurs tu passes par là, on t'envoie un maximum de force. Alors cette première histoire, elle est assez courte, mais tu comprendras pourquoi. En fait, je vais même te le dire maintenant. Cette histoire, elle nous est racontée par un détective privé qui se nomme John. Et comme il est détective privé et que forcément ils font des petites méthodes pour arriver à un certain truc, il veut pas tout nous dévoiler et il peut pas tout nous dévoiler. Donc on va avoir que les grandes lignes.
Il commence son récit en nous disant qu'il est l'un des meilleurs détectives de la ville. Bon, on sait pas si c'est du pipeau ou quoi, hein, mais bon, on le laisse faire son truc. Selon lui, il a résolu de nombreux cas difficiles au cours des ans. Un jour, il a reçu un appel téléphonique d'une femme nommée Sarah. Elle était désespérée à l'idée de retrouver sa sœur disparue. Elle lui a expliqué que sa sœur Emma avait quitté leur maison un jour pour aller faire ses courses. Et suite à ça, elle était jamais revenue. Bon, John, il a accepté de prendre l'affaire. Il a commencé à enquêter. Il a parlé à la famille et aux amis d'Emma, mais aucun d'entre eux n'avait vu ou entendu parler d'elle depuis qu'elle avait disparu. Il a examiné les caméras de surveillance de la zone où Emma avait été vue pour la dernière fois, mais il n'a rien trouvé d'utile. Il a également passé en revue les dossiers des personnes disparues, mais aucune correspondance n'a été trouvée. Bon, John, il va pas s'arrêter à ça. Lui, son kiff, c'est de résoudre des affaires assez dures. Donc là, on est dans le type. Ce qui fait qu'il a continué à creuser toute cette affaire. Il a découvert que Emma avait récemment rencontré un homme nommé Michael. Ce gars-là, il était connu pour avoir des antécédents de violence domestique. Bon, notre petit John, il a réussi à localiser Michael. Mais ce dernier a nié toute implication dans la disparition d'Emma. Sauf que John, il était convaincu que Michael était impliqué là-dedans. Mais il pouvait pas prouver quoi que ce soit. Donc il a continué d'enquêter sur Michael. Et malheureusement, à force, il a trouvé que le gars, il avait des alibis solides pour chaque jour après sa disparition. Ce qui fait qu'il a été contraint d'élargir son enquête et de suivre d'autres pistes. Et à force de fouiller, il a fini par découvrir que Emma, elle avait des problèmes financiers. Et qu'avec tout ça, elle a été impliquée dans une grosse arnaque. Et au bout de pas mal de temps, il a réussi à la retrouver. Elle avait disparu d'être peur d'être prise et elle avait décidé de partir se cacher. En gros, John lui a dit ça y est, tout le monde connaît l'histoire, tu peux retourner chez toi. Mais elle, de son côté, elle était effrayée et réticente de retourner chez elle. Bon, au final, il a réussi à la convaincre de retourner dans sa ville natale auprès de ses parents. Après ça, il y a eu une grosse réunion de famille et ils ont tout expliqué. Et John, de son côté, il a touché le petit pactole. Et en plus, la satisfaction d'avoir résolu une enquête pas si facile. Alors oui, je vous l'accorde, cette histoire, elle ressemble pas forcément à un thread d'horreur tout ce qu'il y a de plus classique. Mais j'aimais bien l'histoire, donc je voulais partager. Vous inquiétez pas, les 2 prochaines histoires, c'est bien des threads d'horreur tout ce qu'il y a de plus classico. Des petites pépites, j'ai envie de dire en plus. En vrai, elle est pas compliquée cette histoire. Hein. Moi, Emma, je l'aurais trouvée facilement. Déjà, je serais sorti dehors tranquillement, j'aurais pissé sur un arbre ou deux, et ensuite j'aurais sniffé un peu partout. Et je l'aurais facilement trouvé, tu peux faire confiance à mon flair. D'ailleurs, j'ai tellement de flair que toi là, je vois que t'as pas encore mis le pouce bleu. Ça m'énerve un petit peu tout ça. Maintenant, l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'une fille que l'on va nommer Sophie. En gros, elle nous dit qu'elle est tout ce qu'il y a de plus normal. C'est une étudiante en droit qui vivait une vie tranquille avec sa famille et ses amis. Elle aime passer du temps avec sa famille, lire des romans et aller en cours. Le week-end, elle aime bien décompresser en faisant une activité rien que pour elle, c'est-à-dire de la peinture. Ses parents l'ont autorisée à utiliser une pièce de la maison juste pour ça. Et ouais, elle nous avoue qu'elle a des parents vraiment formidables. Le soir et le week-end, elle aime bien faire des sorties entre copines. Tout ce qu'il y a de plus classique. Parfois elle rencontre des gens chelous, mais c'est pas le sujet de cette histoire. Sophie, elle avait tout ce qu'elle voulait, une vie paisible et un avenir prometteur devant elle. Elle pensait que rien ne pourrait jamais perturber sa vie banale. Sauf qu'un jour, après qu'elle rentre des cours, elle a pu remarquer qu'elle était suivie par une voiture noire. Au début, elle se dit il y a juste une voiture qui roule pas très vite, c'est pas un truc de fou non plus. Sauf que la voiture est restée quasiment à son niveau tout le trajet jusqu'à chez elle. Ce qui est quand même bizarre étant donné qu'elle marchait pas hyper vite. Surtout qu'avec son téléphone, elle envoyait des textos, donc la voiture aurait largement dû la dépasser et basta. Mais bon, elle rentre chez elle sans encombre. Les jours suivants, elle a continué à remarquer la voiture noire qui la suivait un petit peu partout là où elle allait. Et ça, même quand ses horaires de sortie étaient bien différents. À un moment, elle voulait acheter un petit peu de matériel de peinture et hop, la voiture était là. Elle a commencé à se sentir inquiète et effrayée. Mais elle ne savait pas quoi faire. Elle se demande, est-ce que je dois en parler à mes parents? Sauf qu'elle le sait très bien, si elle leur dit, ils vont l'interdire de sortir dehors pendant quoi? 1 mois. Et elle le sait, être cloîtrée chez elle pendant 1 mois, ça va pas être la grande folie. Cette histoire, elle était tellement préoccupante qu'elle a quand même pensé à avertir les autorités. Mais bon, elle voulait pas paraître paranoïaque et encore une fois de plus, avertir ses parents. Puisque si elle porte plainte ou quoi, les parents ils seront forcément au courant. Et du coup, rebelote, entre guillemets, elle sera séquestrée chez elle. Du coup, elle a décidé que non, elle partirait pas sur cette petite technique. Par contre, elle s'est acheté une bombe au poivre. Et elle nous dit qu'elle a regardé quelques petites techniques d'autodéfense sur YouTube. On avance quelques jours et un soir, alors qu'elle rentrait chez elle tard après un cours, elle fait sa petite vie sur son téléphone. Et justement, pour une fois, ça lui fait limite bizarre de pas être suivie. Donc elle devrait être contente, mais elle se dit que ça annonce pas forcément du bien. Elle continue de marcher, mais elle accélère le pas quand même. Jusqu'au moment où elle est quasiment rentrée chez elle.
Elle habite une rue peu fréquentée car c'est surtout des habitations. Alors comme ça, d'un coup, elle va entendre une voiture arriver vers elle à fond la caisse. Cette voiture va se garer juste à côté d'elle et deux hommes sortent du véhicule. Ils se mettent littéralement à courir vers elle. Par la même occasion, elle se met à courir. Elle sait que c'est mort, elle pourra pas rentrer chez elle, c'est encore trop loin. Surtout que les deux hommes l'ont rattrapée et commencent à essayer de l'attraper. Heureusement pour elle, dans la manœuvre, il y a un des deux hommes qui se pète la gueule. Et elle va profiter de cette diversion pour courir chez le voisin le plus proche. Elle se met à tambouriner la porte comme une grosse malade. Dès le premier toc sur la porte, elle peut entendre un chien aboyer comme un fou. Très peu de temps après, il y a un homme qui a ouvert la porte et qui demande qu'est-ce qui se passe. De son côté, elle cherche même pas à comprendre. Elle rentre dans l'habitation et elle ferme la porte derrière elle. Elle explique en quelques mots ce qui vient de se passer. L'homme comprend assez vite et appelle la police. Les policiers sont arrivés une dizaine de minutes plus tard, mais malheureusement, sur le coup, aucune trace d'eux. Suite à ça, il y a eu une petite enquête de la police. Et heureusement, le quartier était équipé de plusieurs caméras de sécurité. Et grâce à la gentillesse du voisinage, ils ont pu accéder à pas mal d'autres caméras de sécurité. Vous savez, celles qui se trouvent sur le porche des habitations. Avec tout ça, ils ont pu identifier ces deux hommes. Les enquêteurs ont rapidement découvert que les deux hommes étaient des criminels recherchés pour plusieurs autres enlèvements. Une fois arrêtés, ils ont également découvert qu'ils avaient choisi Sophie totalement au hasard. Tout ça parce qu'elle se baladait seule et qu'elle était facile à suivre. Après un procès en justice, les deux hommes ont été condamnés à une peine de prison. Sophie, bien évidemment, elle a été bouleversée par cette expérience traumatisante. Mais avec cette expérience, elle se rend compte qu'elle est encore plus heureuse d'être en vie. Et elle savoure chaque jour comme si c'était un petit nectar. Voilà, c'est ainsi que se termine ce second thread d'horreur. Bon, j'avoue que ça aurait été peut-être mieux d'en parler aux parents. Être séquestré un mois chez soi, c'est quand même plus sympa que de vivre une agression. Après voilà, ce qui est fait, on pourra pas revenir dessus. Et c'est toujours plus facile de dire oui, moi j'aurais fait ci et j'aurais pas fait ça. Ça, j'en vois souvent, mais vous n'êtes pas devant le fait accompli. Et moi de même, je me mets dedans. J'espère que vous avez aimé ce second thread et on va passer au troisième qui est encore plus long. Allez, pour ce troisième thread d'horreur, je vais vous raconter l'histoire de Lucie. Notre petite Lucie, c'est une femme indépendante et très ambitieuse pour son âge. Je dis ça, mais je vous ai pas dit son âge, elle a 25 ans. Après pas mal d'efforts, elle a décroché l'emploi de ses rêves dans une prestigieuse grande entreprise. Donc au moment de cette histoire, elle est ultra heureuse, surtout à l'idée de commencer sa nouvelle carrière professionnelle. Elle a même emménagé dans un nouvel appartement dans une belle ville, là où il y a son travail. Surtout pour ne pas se taper des kilomètres de voiture chaque jour. Alors oui, elle se retrouve dans un petit cocon de paradis. Mais le truc, c'est que Lucie, elle se retrouve dans une ville qu'elle ne connaît pas du tout. Bref, les jours passent et Lucie a déjà commencé son nouveau boulot. Elle a fait la rencontre de ses collègues. Sauf que ses collègues, c'est juste des collègues. Que l'on soit clair, elle s'entend bien avec eux. Mais ce sera pas des amis pour la vie. Leur avis y diverge trop pour ça. Un jour, Lucie se prépare pour aller à son travail à pied. Elle prend son sac et ce qu'elle a besoin et ferme la clé de la porte de sa maison. Elle est sur le chemin pour aller à son travail quand d'un coup, elle se sent observée. Elle regarde un peu à droite, à gauche, mais elle voit rien du tout. Elle continue sa route, mais elle se sent toujours épiée. Elle décide de re-regarder un petit peu partout et c'est là qu'elle a remarqué un homme qui l'a dévisagé. Et pour tout vous dire, elle se fait dévisager comme ça alors qu'il y a plein de monde qui passe à côté d'elle. Et clairement, tout le monde s'en fout. Après, comme elle le dit, ce type il a rien fait spécialement. C'est juste qu'il est quand même bien insistant dans son regard. Bref, elle continue son chemin et elle sent que cet homme la suit. Dans un premier temps, elle se dit que cet homme prend juste le même chemin qu'elle et que oui, peut-être c'est juste une coïncidence. Donc Lucie, elle essaye de pas trop y prêter attention. Et elle continue de marcher comme s'il se passait rien du tout. Elle arrive à son boulot et l'homme a disparu. Elle se sent donc soulagée et elle se dit qu'elle s'est fait des films. Bref, les jours passent et en allant au boulot, Lucie se sent toujours observée. Elle peut toujours voir cet homme qui la suit et qui disparaît à chaque fois qu'elle arrive à son travail. Sauf que bien évidemment, ça la met de plus en plus mal à l'aise. Le problème, c'est qu'elle a rien contre lui. Elle peut pas appeler la police pour dire oui, il y a quelqu'un qui emprunte le même chemin que moi tout le temps. Du coup, elle décide d'adopter une petite technique. Elle change son itinéraire pour aller au travail et même son horaire où elle se déplace. Mais à chaque fois, elle se sent quand même observée. Au début, elle voit pas forcément quelque chose, mais à force, elle le trouve toujours là, en train de la regarder. Au bout d'un moment, elle se dit que là, ça commence à faire beaucoup. Et elle décide, elle aussi, de s'acheter une bombe lacrymogène pour se défendre. Jusque-là, tout ça, c'était assez malsain. Mais maintenant, Lucie commence à recevoir des messages sur son lieu de travail. Elle reçoit même des lettres chez elle. Ces lettres la menacent que si elle ne sort pas avec cet homme qui la suit, quelqu'un devra lui faire du mal. On passe un petit peu de temps et un jour, Lucie, elle finit très tard son travail. Et comme vous l'avez compris, pour aller au travail ou rentrer du travail, elle a pris l'habitude de ne pas prendre sa voiture. Ce qui fait qu'elle doit rentrer chez elle en marchant. Il fait noir et il n'y a plus beaucoup de monde dans les rues. Et à un moment, comme d'habitude, elle se sent observée.
Sauf que petit problème, c'est qu'elle s'était jamais sentie observée le soir en rentrant. C'était surtout quand elle se rendait au travail. Donc là oui, ça la terrifie vraiment. Elle accélère le pas, mais la sensation d'être épiée s'empire. C'est là qu'elle se retourne vite fait pour regarder derrière elle. Sauf qu'au moment où elle se retourne pour regarder derrière elle, eh bien elle va se prendre un poteau dans la gueule. Ouais, littéralement, elle se prend un poteau dans la tête. Mais juste avant de se prendre le poteau en pleine poire, eh bien elle a pu voir la silhouette de quelqu'un marcher avec une capuche derrière elle qui se rapprochait. Lucie, elle décide de reprendre son chemin assez vite, même si sa tête elle tourne un petit peu. Heureusement avec l'adrénaline, eh bien elle ressent pas forcément la douleur du choc. Elle va alors continuer de se retourner sans oublier de regarder la route devant elle maintenant. Elle peut voir que l'homme qui était derrière elle est toujours là. Alors oui, il est toujours là, mais surtout il est de plus en plus près. Donc Lucie, elle décide de commencer à courir. L'homme fait de même et commence à lui courir après. À vrai dire, elle est plus très loin de chez elle, mais malheureusement l'homme il semble courir plus vite qu'elle. Pourtant, elle donne tout ce qu'elle a, mais l'homme l'a quasiment rattrapée. Il va même se mettre à lui crier dessus. « Ne pars pas, je ne te veux pas de mal. Je t'aime, tu sais. Je veux juste te connaître. S'il te plaît, allez, je ne suis pas méchant. » Alors ce soir-là, Lucie, elle sait pas comment elle a fait ça ou pourquoi, mais elle a comme eu un signe avec tous ses poteaux. Elle a donc décidé de foncer directement sur l'un d'entre eux. Et elle décide de l'esquiver à la dernière seconde. Ce qui fait que elle se l'est quasiment pris, mais elle a réussi à l'esquiver, mais pas le gars, il se l'est pris en pleine poire. Et c'est tant mieux car il l'avait attrapé au niveau du bras. Le gars il s'attendait pas du tout à se prendre le poteau et il est tombé par terre. Ça a carrément donné des ailes à Lucie. Et elle s'est mise à courir dans la rue la plus proche. Elle n'a pas arrêté de tourner et d'emprunter différentes ruelles. Elle en a même profité pour se cacher un petit peu. Une fois qu'elle a compris qu'il n'y avait personne dans les alentours, eh bien elle a couru directement chez elle. Pendant ce temps-là, elle regardait tout le temps derrière elle. Mais cette fois-ci, l'homme ne la suivait pas. Une fois arrivée chez elle, Lucie a décidé d'appeler la police. Les policiers ont pris la déposition de Lucie, mais malgré les recherches des policiers, ils n'ont pas trouvé la trace de cet homme. Là, Lucie, elle a eu beaucoup d'interrogations. Elle s'est posé beaucoup de questions et elle a beaucoup parlé de ça avec ses parents. Et elle n'a pas cherché midi à 14h. Elle a tout simplement décidé de déménager dans une autre ville. Et pourquoi ça, vous allez me dire? Eh bien, elle n'arrivait plus du tout à sortir toute seule. Elle n'arrivait pas à se sentir en sécurité. C'est pour ça qu'elle a carrément déménagé dans un autre état. Sauf qu'un jour, elle reçoit un appel de la part des policiers. Ils lui ont appris que l'agresseur et harceleur a été arrêté. Ils lui ont même appris que l'homme avait, semble-t-il, essayé d'entrer par effraction dans son ancienne maison. Il a donc été retenu coupable de harcèlement et de violation de domicile. Après ça, la peine de prison a été prononcée et enfin Lucie était vraiment soulagée. À partir de ce moment-là, il y avait vraiment un poids qui s'est libéré. Elle a retrouvé un nouvel emploi là où elle habite et surtout, elle a rencontré l'amour. Et ça, elle nous avoue que ça l'aide beaucoup pour se sentir en sécurité. Elle espère surtout ne jamais revivre dans la peur. Voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire de fou. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'une jeune femme qu'on va appeler Claire. Pour ce qui est de sa vie, justement, elle a pas grand chose à nous dire. Et c'est pas ça qui change l'histoire ou quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une secrétaire travaillant pour une grande entreprise. Elle aimait son travail et elle était appréciée de ses collègues et de ses supérieurs. Elle aimait passer du temps avec sa famille, écouter de la musique et voyager. Un jour, elle travaillait sur un projet confidentiel pour son patron. Et là, elle a découvert des informations compromettantes sur l'entreprise, comme des preuves de corruption ou détournement de fonds. En découvrant ça, elle savait pas quoi faire de ces informations. D'un côté, elle voulait pas perdre son emploi et d'un autre côté, elle voulait pas causer d'ennui à l'entreprise pour laquelle elle travaille. Elle a décidé de ne rien dire à personne. Mais elle a commencé à recevoir des messages anonymes la menaçant si elle ne gardait pas le silence. Elle a commencé à se sentir effrayée et elle ne savait pas qui lui envoyait ces messages. Ce qui fait que Claire, elle a commencé à discrètement enquêter pour découvrir qui pouvait être à l'origine de ces menaces. Elle a commencé à réunir des preuves en se basant sur les informations qu'elle avait découvertes sur les activités illégales de l'entreprise. Et justement, toutes ces preuves, elle les a gardées sur un support externe, c'est-à-dire un petit SSD, et elle les a cachées chez elle. Sauf qu'un jour, va y avoir un truc vraiment inattendu qui va se passer. Elle a reçu la visite de quelqu'un chez elle. C'était son patron, accompagné de 2 hommes de main. Ils lui ont dit qu'ils savaient qu'elle avait des informations compromettantes et qu'ils allaient tout faire pour s'en débarrasser. Ils ont fouillé sa maison mais n'ont pas trouvé les preuves cachées. Je peux vous dire qu'après ça, Claire, elle a compris qu'elle était en danger et elle a décidé de fuir. Elle a pris le peu d'argent qu'elle avait et elle a laissé un message à sa famille pour les prévenir qu'elle était en sécurité et elle a pris la fuite. Elle a voyagé pendant 10 jours, elle a changé régulièrement de ville pour échapper à ses poursuivants. Claire, elle a réussi à vivre en sécurité comme ça pendant plusieurs mois. Comme je vous l'ai dit, elle changeait de ville assez régulièrement et surtout elle donnait pas son vrai prénom et son nom. Sauf qu'au bout d'un moment, cette vie, c'était pas fameux. Elle a fini par se sentir prisonnière de sa propre vie. Elle était constamment cachée et surtout séparée de ses proches.
Elle a commencé à penser qu'elle pourrait finalement être en mesure de faire quelque chose pour faire éclater la vérité sur les activités illégales de l'entreprise. Elle a décidé de prendre contact avec un journaliste d'investigation réputé. Elle lui a envoyé anonymement les preuves qu'elle avait réunies. Apparemment, le journaliste, il a été en mesure de vérifier ces informations et il a publié un article à sensation exposant les activités criminelles de l'entreprise. Apparemment, les révélations, ça a causé un beau petit scandale dans l'État. Et justement, l'État a entrepris des poursuites judiciaires contre les dirigeants de l'entreprise. Sauf que Claire, elle est pas bête. Elle sait très bien que eux-mêmes, ils savent que c'est elle qui a donné toutes ces informations. Et que par conséquent, il y a forcément des hommes de main de l'entreprise qui essayent encore de la trouver. Puisque oui, si elle est mise au silence, au tribunal, un témoin en moins, c'est pas fameux. Je vous cache rien, vous savez que les procès aux États-Unis, ils sont vachement longs. Ce qui fait que malheureusement Claire a dû encore se cacher pendant pas mal de temps. Mais elle a quand même réussi à rester en contact avec le journaliste pour lui fournir de plus en plus d'informations sur les activités illégales de l'entreprise. Finalement, les poursuites judiciaires ont abouti à la condamnation des dirigeants de l'entreprise et Claire a pu vivre librement et en sécurité. Mais elle a toujours su que les hommes de main de l'entreprise la cherchaient peut-être encore. Elle a donc continué à vivre discrètement, toujours sur ses gardes. Elle nous avoue qu'elle vit malheureusement avec la boule au ventre. La peur de se faire attaquer. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce premier thread d'horreur. Je peux comprendre effectivement, puisque si les dirigeants de l'entreprise sont en prison, déjà je pense qu'ils vont pas y rester 300 ans. Et s'ils sont dirigeants d'entreprise, ils ont sûrement pas mal d'argent et du coup qui dit peut-être tueur à gage ou des trucs comme ça. Donc forcément vivre en mode caché et tout, ça doit vraiment être chiant. Je veux clairement pas vivre sa vie. Et vous non plus j'imagine. Bon, si t'as oublié, un petit pouce bleu pourquoi pas non? Allez, on passe au deuxième thread d'horreur. Pour ce deuxième thread d'horreur, l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Audrey. Au lycée, il faut savoir qu'Audrey, elle est considérée comme une élève modèle. Elle était populaire auprès de ses camarades de classe, elle était amicale, drôle et toujours prête à aider les autres. Ça, c'est ce qu'elle dit, moi j'en sais rien. Elle nous dit qu'elle était sportive et que justement, elle faisait partie d'une équipe de sport à l'école. Bon, je sais pas si elle se la raconte ou quoi, mais elle nous dit qu'elle était particulièrement douée pour le sport. Et son sport, justement, c'était du volleyball. Et alors là, accrochez-vous bien, elle a même été élue meilleure joueuse de l'équipe. Pour ce qui est des études, elle nous dit qu'elle arrivait à maintenir de bonnes notes. Et son petit point fort, c'était les maths et les sciences. En dehors des cours, Audrey, elle passait du temps avec ses amis et sa famille. Elle aimait se détendre en regardant des films ou en écoutant de la musique. Jusque-là, une ado classique. Elle aimait aussi passer du temps à l'extérieur, que ce soit faire de la marche ou bien aller à la piscine. Elle était proche de ses parents et elle aimait passer du temps en leur compagnie. Elle prenait souvent le temps de cuisiner et de faire des activités en famille. Bon, petit résumé, elle était populaire, intelligente et sportive. Elle avait tout pour être heureuse. Mais malheureusement, son petit cœur il a été brisé lorsque son petit ami l'a quittée. Audrey, elle était dévastée et elle se sentait vraiment seule. Pendant qu'elle essayait de surmonter sa rupture, Audrey a commencé à recevoir des messages menaçants sur les réseaux sociaux. Les messages disaient des choses comme « Je sais où tu vis, je vais te faire payer ça ». Forcément, au début, Audrey elle a directement pensé que c'était son petit ami qui lui envoyait tout ça. Mais lui, de son côté, il a nié en bloc. Alors là, petit move de Audrey qui est vraiment bien et qui est pas dans tous les threads d'horreur, cette fois-ci, elle a signalé directement les messages à la police. Et ensuite, elle a essayé de continuer sa vie tranquillement. Sauf que les messages, ils ont continué. Elle a commencé à se sentir effrayée et traquée. Elle a même changé de numéro de téléphone, mais les messages continuaient à arriver. Comme je vous l'ai dit, avant qu'elle reçoive des menaces, Audrey elle menait une petite vie tout ce qui est de plus tranquille. Elle était heureuse, elle aimait ses amis et sa famille. Elle aimait son lycée et elle était très active dans les activités de l'école. Mais après avoir reçu les menaces, sa vie a été bouleversée. Et elle a dû apprendre à vivre sous la pression et avec la peur. Malgré ces menaces, Audrey elle continuait à aller à l'école. Mais elle se sentait effrayée et traquée. Elle a commencé à être distante et sur ses gardes. Mais personne autour d'elle ne comprenait la situation. Un jour, tout ce qu'il y a de plus banal, Audrey elle était en train de sortir du lycée. Et malheureusement, elle a été agressée par un mec qu'elle ne connaissait pas du tout. Il l'a plaquée contre un mur, lui a crié dessus et lui a menacé de lui faire du mal si elle ne se tenait pas à l'écart de son petit ami. Sauf que, comme je vous l'ai rappelé, Audrey elle était quand même sportive. Et elle a réussi à se défendre et à s'enfuir. Mais elle était sous le choc et effrayée. Audrey, elle a des bons réflexes et elle a immédiatement alerté la police. Et en plus de ça, elle a été en mesure de fournir une description de son agresseur. Les enquêteurs ont rapidement découvert que c'était en réalité un autre garçon de son lycée, jaloux de sa relation passée avec son ex-petit ami.
La police a arrêté le garçon et a découvert qu'il était également responsable des messages de menaces qu'Audrey avait reçus. Il a été inculpé pour harcèlement et agression. Audrey a été soulagée d'être en sécurité et elle a décidé de ne plus laisser qui que ce soit la contrôler ou lui faire du mal. Elle a appris à se défendre, à faire confiance à ses proches et surtout à ne plus jamais se laisser impressionner par les autres. Bon, maintenant on pourrait croire que l'histoire se termine là, mais non, il y a encore quelque chose. Audrey, elle a bien grandi, elle est devenue une femme forte et indépendante après son expérience de harcèlement au lycée. Elle a continué à réussir dans sa carrière et sa vie personnelle. Malheureusement, à 30 ans, elle a vécu une autre expérience angoissante. Encore un soir comme les autres, elle a été victime d'une agression dans la rue alors qu'elle rentrait chez elle un soir. Elle a été choquée et effrayée par ce nouvel incident, mais elle a rapidement pris les mesures nécessaires pour se protéger et pour poursuivre l'agresseur en justice. Elle a déposé plainte auprès de la police et a témoigné lors de son procès. Au cours de la procédure, Audrey a été surprise par une chose. Elle s'est retrouvée face à son petit ami qui était devenu avocat. Suite à ça, ils ont repris contact et ils ont découvert qu'ils étaient toujours attirés l'un par l'autre. Ils ont donc décidé de donner une seconde chance à leur relation et ils ont commencé à sortir de nouveau ensemble. Audrey a finalement réussi à surmonter cette nouvelle épreuve de sa vie et à retrouver l'amour avec son ex-petite amie. Elle a continué à travailler dur pour se protéger et pour aider les autres victimes de harcèlement à se protéger également. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce second thread d'horreur. On va pas se mentir, Audrey elle a pas trop de chatte, si je peux me permettre. Agression au lycée, agression quand elle a 30 ans, c'est pas vraiment ce qu'on a envie de vivre. Après, dans son post, elle le dit que la vie fait bien les choses. Si au grand jamais elle avait pas été agressée lors de ses 30 ans, elle serait peut-être pas tombée sur son ex-petite amie. Et du coup, ils seraient peut-être pas de nouveau ensemble. En gros, ce qu'elle dit dans son post, c'est que c'est peut-être un mal pour un bien, vu qu'elle est super épanouie avec lui. En tout cas, au moins on peut dire ce qu'on veut, ça finit bien plus ou moins. Allez, passons maintenant au troisième thread d'horreur. Et tu verras, il est quand même plus long. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Paul. Quand cette histoire se passe, il a 35 ans. C'est un homme tout ce qu'il y a de plus banal, il nous dit. Il a grandi dans une famille aimante, il a 2 frères et sœurs. Il mène une vie paisible. Quelques années auparavant, il a fait la rencontre d'une femme. Une très belle femme qui s'appelle Tiana. Leur relation s'est tellement bien passée et les deux ont fini par se marier. De ce mariage est née Clara et Théo, leurs 2 enfants. Paul, il aime plus que tout au monde sa femme et ses 2 petits bouts de chou. Et pour subvenir aux besoins de sa famille, il travaille dans une entreprise comme comptable. Il aime bien son travail, mais de temps en temps, il trouve que son travail il est un petit peu monotone. Bien évidemment, il sait qu'il doit garder coûte que coûte ce travail pour faire manger toute sa petite famille. Puisque en plus de tout ça, lui et sa femme, ils ont acheté une maison et ils doivent rembourser le prêt qu'ils ont fait à la banque. Ils ont décidé de prendre une petite maison dans une paisible banlieue des États-Unis. Un soir des plus banals, Paul et sa femme Tiana sont en train de regarder la télé tous les deux. Les 2 enfants, ils dorment déjà dans leur chambre. Quand d'un coup, Paul il entend quelque chose d'anormal. Tout d'abord, il décide d'en parler à sa femme, mais elle lui dit qu'elle a rien entendu d'anormal. Donc forcément, il laisse couler. Après quelques temps, Paul il a toujours cette sensation bizarre, comme s'il y avait quelqu'un qui les observait. Là, il décide directement de prendre un couteau dans la cuisine et de faire le tour de la maison. Il sait pas pourquoi il a fait ça, mais il a l'impression que c'est son instinct qui lui a dit de protéger sa femme et ses enfants. Il commence tout d'abord par là où se trouvaient sa femme et lui-même. Il trouve rien. Il se dirige maintenant vers la cuisine pour bien tout fouiller. Rien. Il commence à longer un couloir pour aller regarder dans le garage. La porte du garage, elle est un petit peu entrouverte. Paul, il essaye de retenir comme il peut sa respiration de toutes ses forces. Il veut absolument pas tomber sur quelqu'un dans sa maison. Il a peur, il prend son courage à 2 mains et il ouvre la porte du garage. Il allume directement la lumière, mais non, il y a rien. Paul, à un moment, il se dit que il s'est sûrement fait des films. Bref, il décide de monter à l'étage et d'aller voir les chambres. Sa femme, quant à elle, elle a décidé d'aller dans sa chambre étant donné qu'elle est fatiguée. Et elle croit pas un seul instant qu'il y ait quelqu'un dans la maison. Donc elle le devance et elle va dans la chambre. Paul il sait très bien que là actuellement il a l'air d'être ridicule. Mais il veut pas prendre de risques et il avance tout doucement. Il veut pas faire de bruit. Petit à petit il arrive à la première chambre, c'est celle de Clara. Il ouvre tout doucement la porte de sa fille et il s'avance sur la pointe des pieds pour ne pas la réveiller. Il fouille un petit peu partout en espérant qu'il ne trouvera rien. Et bingo, il ne trouve rien. Il fait pareil dans la chambre de son fils et c'est également le néant. Paul décide alors d'aller dans sa chambre. Il ouvre la porte de sa chambre et là il voit sa femme. Elle a un air vraiment contrarié et elle lui dit « C'est bon, y a rien ? Je te l'ai dit qu'il y avait rien. Tu m'écoutes jamais. Bon bref, viens dormir. J'espère juste que tu n'as pas fait peur aux enfants. » Paul, il est beaucoup plus rassuré que tout à l'heure. Et il se dit qu'effectivement il a peut-être été un petit peu trop parano et il décide donc de s'endormir. On passe maintenant au lendemain et sa femme elle lui fait un petit peu la tête.
Vous voyez, pendant la nuit, eh bien les deux enfants qui sont âgés de 4 et 5 ans ont réveillé leur mère pour leur dire qu'ils ont vu quelqu'un avec un couteau rentrer dans leur chambre. Et bien évidemment, ils en ont fait des cauchemars toute la nuit. Et oui, Paul il nous avoue que sur ce coup-là, il a pas été très malin. Bref, quelques jours passent et sa femme et ses enfants sont dans leur chambre. Il est tout seul au rez-de-chaussée. Quand d'un coup, il entend des bruits étranges qui viennent de sa cuisine. Au début, il se dit que il doit être encore parano de l'histoire d'avant. Et que quoi? Il se met même à avancer une hypothèse que c'est sûrement leur chat Poppy qui a fait tomber quelque chose. Mais bon, quelques secondes après, il décide quand même d'aller regarder pour vérifier. Et là, il peut voir un homme masqué d'environ 1,80 m debout dans sa cuisine. L'un des carreaux de la porte est cassé et la porte est grande ouverte. En voyant ça, Paul il est totalement paniqué. Mais il va décider de courir aller chercher un tisonnier en fer pour protéger sa famille et sa maison. Sauf que quand il revient dans la cuisine, eh bien la cuisine n'est plus éclairée. Il y a juste la lumière de la lune qui éclaire la pièce. Et justement dans cette cuisine, il voit plus cet homme. Du coup, il comprend que ce gars est sûrement caché dans sa maison. Il sort donc son téléphone portable de sa poche et essaye d'appeler la police. Il va juste avoir le temps de dire son adresse que de nulle part l'agresseur va lui sauter dessus. Toute cette scène se passe dans la cuisine de Paul. L'agresseur, il est armé d'un couteau. Et bien évidemment, il essaye de s'en servir contre Paul. Heureusement, Paul, avec son tisonnier, il arrive à se défendre comme il peut. Et même plus que se défendre, il attaque carrément avec. Paul nous dit que la confrontation a été brutale et rapide. À un moment, il a réussi à se dégager de l'emprise de cet homme et il l'a frappé avec son arme. Sauf que malheureusement, l'homme, il a esquivé en se baissant. Et directement, il a essayé de riposter en essayant de poignarder Paul avec son couteau. Le combat est vraiment intense et féroce. Les deux hommes se battent avec rage, il y a le bruit des objets qui cassent de partout et les coups de tisonnier ils résonnent dans toute la maison. Heureusement, Paul est un petit peu plus grand que le voleur et il parvient à un moment à toucher son adversaire. Il a réussi à blesser son agresseur mais malheureusement il va recevoir aussi des coups en échange. Sauf que lui, il a tout à perdre et il est vraiment déterminé à protéger sa famille. Il lutte vraiment comme un fou pour maîtriser l'individu. Et enfin, il va réussir à l'immobiliser jusqu'à l'arrivée des policiers. À l'arrivée de la police, la cuisine est dans un état pas possible. Il y a du sang partout, il y a de la vaisselle pétée partout, c'est un véritable carnage. Les policiers ont demandé à Paul de se bouger d'au-dessus de l'individu pour pouvoir le menotter. Après cet événement, il y a une enquête de police qui a été menée et Paul a appris plus tard que cet individu était en fait un voleur professionnel. Alors petit aparté, pas si pro que ça pour moi, mais bon. Les policiers, quant à eux, ils ont félicité Paul pour son courage et sa rapidité d'action. Par la suite, le voleur a été inculpé pour effraction et agression. Et Paul a découvert qu'il n'était pas son premier cambriolage. Sauf que bien évidemment, cette expérience, elle a laissé des séquelles chez Paul. Il s'est senti trahi par son sentiment de sécurité et il a été marqué par cette expérience. Il a donc décidé de renforcer la sécurité de sa maison. Après l'incident d'effraction, Paul il a été marqué par une sensation de vulnérabilité. Il se sentait plus du tout en sécurité dans sa propre maison. Il a donc fait installer des caméras de sécurité et des alarmes pour protéger sa famille et ses biens. Il a également commencé à s'entraîner pour être en forme physique et s'est inscrit à des cours d'autodéfense pour se sentir capable de se protéger lui-même et sa famille en cas de besoin. Après cet événement assez fou, il a eu des difficultés à se concentrer sur son travail. Il était souvent préoccupé par des pensées assez négatives. Il a fait des cauchemars récurrents liés à l'incident. Il a donc décidé de faire une thérapie pour gérer ses émotions et se concentrer sur sa santé mentale. Avec le temps, la vie de Paul elle est devenue un petit peu plus paisible. Il a retrouvé sa sérénité grâce à l'amour de sa famille, son travail et l'accomplissement de projets qui ont un sens pour lui. Et dans les grandes lignes, il nous dit qu'il a réussi à surmonter les conséquences de l'effraction. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce 3e thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Justine. Elle est aujourd'hui une ado de 17 ans, mais lors de cette histoire, elle en a 12. Avant de commencer, elle va nous expliquer quelques petits trucs. Alors premièrement, faut savoir que c'est une fille qui est un petit peu naïve. En même temps, elle a 12 ans. Mais bon, les histoires d'horreur ou d'agression, ça lui fait pas du tout peur. Et elle pense que ça peut arriver qu'aux autres. Deuxième point, au moment des faits, Justine elle est en surpoids. Et du coup, elle se dit très lourde à porter. Alors attention, c'est bien ce qui est écrit dans le thread. Moi, j'ai émis aucun jugement. Je fais que décrire ce qu'elle nous a raconté. Donc voilà, petite parenthèse faite, on reprend l'histoire. Et troisièmement, à cette époque-là, elle a tout le temps des écouteurs dans les oreilles avec la musique à fond. Voilà, le petit descriptif étant fait, passons au fait. À ce moment-là, Justine est en 5e. Et comme tout le monde, en fin de journée, elle doit rentrer chez elle. Et pour Justine, il faut qu'elle prenne un bus. Elle rentre donc dans ce bus, poinçonne sa carte pour valider sa montée. Elle part s'asseoir tout au fond du bus, proche de la porte. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'un homme d'environ 20 ans vienne s'asseoir à côté de Justine. Au début, elle y prête pas plus attention et elle reste plutôt concentrée sur sa musique. Au bout d'un certain temps, elle sent un regard sur elle. Elle relève la tête et elle essaye de voir où ça peut être.
Et quand elle fait cette petite manœuvre, et bah subitement l'homme à côté d'elle, il fait genre de tourner la tête comme ça très vite. Bref, sur le moment, elle y fait pas plus attention que ça et elle continue de regarder par la fenêtre du bus. Puis à un moment, le bus s'arrête à un arrêt. C'est l'arrêt juste devant le sien. Là, d'un coup, ça va aller très vite et l'homme va l'attraper par le poignet et l'attirer vers lui de toutes ses forces. Sauf que malheureusement pour lui, comme Justine nous l'a dit un petit peu plus haut, et bien à ce moment-là, elle est en surpoids. Ce qui fait que le gars a essayé de tirer, mais elle a très peu bougé. Sur le moment, elle le regarde droit dans les yeux et elle est confuse. En retour, bien évidemment, lui aussi la regarde, mais son regard est glaçant. Il la fixe avec des grands yeux complètement ouverts comme s'il n'avait pas de paupières. Dans son regard, il y a un mélange de frustration et de surprise. Son regard, il est tellement terrifiant que sur le moment, Justine, elle pense même pas à crier. Ils sont donc restés là à se fixer comme ça pendant ce qui était une éternité pour elle. Ce qui au final était sûrement quelques secondes, mais le gars a fini par partir en courant. Justine, elle a fini par le regarder courir dehors. Elle était là, comme ça, totalement choquée. Pendant les quelques secondes où le bus s'est mis en marche pour aller à l'autre arrêt, Justine est restée là. Elle ne pouvait ni bouger, ni parler, ni même comprendre ce qui venait de se passer. Quand d'un coup, le bus s'arrête de nouveau. Et elle sort un petit peu de sa bulle étant donné que c'est son arrêt. Elle reprend ses esprits et elle décide donc de descendre du bus. Et pour rentrer chez elle, eh bien elle fait vite. Puisqu'elle a peur d'une chose, c'est que l'homme ait décidé de courir pour se rendre à son arrêt pour pouvoir peut-être l'intercepter. Puisque entre les deux arrêts, il y a à peu près 500 mètres, elle nous dit. Donc elle décide de pas y aller par 4 chemins, elle rentre chez elle en courant. Une fois dans le hall de son immeuble, elle souffle un bon coup. Et elle est tellement épuisée qu'elle s'étend sur le sol. Cette histoire, elle s'est passée il y a 5 ans, mais elle en garde toujours des souvenirs. Surtout le regard de cet homme qui était un mélange entre Momo et Jeff the Killer. Ce qui la choque encore plus, c'est quand le mec il est venu se mettre dans le bus, et ben elle l'avait trouvé très beau. Donc comme quoi, faut bien se méfier des apparences. Voilà, c'est ainsi que se termine ce premier thread d'horreur. Bon, le mec il voulait juste kidnapper Justine comme ça dans un bus. D'ailleurs c'est dommage, on sait pas si elle en a parlé à quelqu'un, que ce soit ses parents ou même la police. Puisque normalement dans les bus, y a quand même des caméras de sécurité. Et possiblement ça aurait pu aller plus loin. On saura pas à moins que tu passes par là étant donné que c'est un thread français il me semble. Elle était trop bien ce premier thread d'horreur, moi ça m'a fait flipper là. J'arrive même pas à dormir. J'espère que t'as mis ton pouce bleu toi là, parce que sinon ça va morfler. Je vais mourir bientôt. Alors oui, Néa, elle sait que c'est bizarre de commencer son histoire comme ça. Mais c'est ce qui va se passer bientôt. Elle s'excuse pour tous ceux qui vont avoir le malheur de tomber sur son histoire, mais elle a joué avec des choses auxquelles il ne faudrait pas toucher. Elle s'est moquée de quelque chose, et maintenant, il veut la tuer. Néa sort d'une rupture et ça lui fait mal. Elle est blessée, contrariée et elle se sent très mal. Donc Lily, son amie, veut juste lui remonter le moral et elle a donc décidé d'apporter une planche de Ouija. Puisque sur le moment, elle pense juste que c'est un petit jeu débile. Sachant que Lily, elle sait très bien que Néa, elle aime tout ce qui touche à l'occultisme. Mais Néa, sur le moment, elle veut pas trop y jouer. Elle veut pas inviter qui que ce soit ou quoi que ce soit chez elle. Mais bon, vous connaissez les amis et Lily, elle a bien insisté. Et forcément, elle a réussi à la convaincre. Alors elles ont décidé d'y jouer un petit peu toutes les deux. Néa a récupéré quelques bougies achetées dans un magasin pas très loin. D'ailleurs, c'est des bougies qui traînaient dans son grenier. Néa les a allumées et elles ont éteint toutes les lumières et elles ont fermé tous les rideaux. Normal, elles se mettent dans l'ambiance. Elles ont placé le plateau sur la table basse et elles ont commencé à jouer. S'il y a des esprits qui aimeraient nous contacter, veuillez déplacer le bout de bois sur oui. Ça, c'est ce que Lily, elle a dit tranquillement. Et quelques secondes plus tard, la petite goutte a commencé à se déplacer vers le oui. Là, Néa a un frisson qui lui parcourt tout le corps. Du coup, elle demande à Lily, t'es sûr que tu veux jouer à ce jeu? À chaque minute qui défile, Néa est de moins en moins confiante. Mais oui, bien sûr, allez, c'est juste pour s'amuser. Sauf que Néa peut remarquer que la goutte d'eau elle est en train de se déplacer de nouveau. Alors que pourtant, elles ont posé aucune question. Ça s'est déplacé sur les lettres suivantes. F, U, N. Le mot écrit est donc fun. C'est là que Lily a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Malheureusement, à la question de Lily, la goutte elle a pas bougé. Bon, Lily elle hausse les épaules et elle pose une autre question. Comment tu t'appelles? Le flanc se déplace sur le Z, puis le O. Là, Néa, elle retient son souffle. Et bien évidemment, c'est pas fini, la goutte se déplace sur le E. Et enfin, elle s'est arrêtée. Après ça, Néa, elle prend une profonde inspiration. Lily, quant à elle, elle lui jette un coup d'œil un petit peu bizarre et elle repose une question. Quel âge as-tu? Le flanc se déplace alors sur le 1, puis le 9. Bon, Néa, dans sa barbe, elle se dit « 19 ». Bon, avec une voix un petit peu plus féminine, je vous l'accorde. Comment êtes-vous morte? Cette question, pour une fois, elle vient pas de la part de Lily. C'est Néa qui a posé la question. Mais là, la goutte, elle a pas bougé. À un moment, Lily regarde Néa et lui dit « Je pense que cette chose ne veut pas répondre aux questions qu'elle n'aime pas ». Du coup, Lily décide de poser une autre question. Avez-vous vécu dans cette maison? Et là, la goutte va se déplacer sur le oui. En voyant ça, Néa, elle dit directement « Mais quand ?»
Et là, la petite goutte va se déplacer sur les chiffres suivants. 1, 9, 7, 2. 1972. Après ça, les deux filles ont continué à poser des questions générales et elles ont obtenu des réponses basiques. Mais quand elles ont commencé à poser des questions plus personnelles comme des choses sur la mort de cette personne, eh bien ça ne répondait plus. Finalement, au bout d'un certain temps, Lily et Néa, elles ont décidé que fallait mettre fin au jeu. Elles ont donc décidé de dire au revoir à cette chose. Après le départ de Lily, Néa est super curieuse des anciens résidents de sa maison. Alors elle a cherché sur Google sa maison, ou bien des choses à propos d'une Zoé qui serait morte en 1972 dans son comté. Mais bon, comme son comté il est vachement grand et qu'il s'est passé quand même quelques petites choses en 1972, elle a pratiquement rien trouvé. En tout cas, elle a rien trouvé sur une potentielle Zoé en 1972. Néa, elle nous dit qu'elle sait que les esprits mentent de temps en temps. Alors elle suppose que l'esprit qui a communiqué avec elle a menti. Le lendemain, Lily est revenue et lui a proposé de continuer le jeu. Aussi réticente qu'elle était la première fois, Néa a accepté et elles ont repris les bougies, elles ont fermé les volets et installé la planche. Et à force, les deux filles ont repris contact avec Zoé. Mais cette fois-ci, tout semble bizarre. Néa, elle a des frissons de partout, elle se sent très mal à l'aise et elle est vraiment dans le mal. Elle n'arrête pas d'entendre des craquements et divers autres bruits dans la maison. À un moment, elle a même entendu une forte détonation. Sauf que quand Néa lui demande si elle a entendu, Lily lui a dit que non, elle avait rien entendu. Après avoir posé quelques questions bateau, Lily et Néa ont commencé à poser des questions aléatoires comme « Est-ce que tu peux voir l'avenir » ou des choses comme ça. Ce à quoi Zoé a répondu oui. Lily a alors demandé à Zoé « Est-ce que tu peux me dire si je vais échouer à mon examen de maths la semaine prochaine ?» Bon, juste après avoir posé cette question, elle se met à rire d'excitation et puis cette petite nouvelle qui est croustillante quand même. Donc la chose qu'on nomme Zoé a déplacé la goutte vers le oui. Et forcément Néa elle veut aussi savoir pour elle. Du coup elle pose la même question que Lily. D'accord, et moi est-ce que je vais échouer à mon examen de mathématiques? Et là la goutte se pose sur le non. Suite à cette réponse, Lily enlève les mains de la goutte et applaudit son amie. En voyant ça, le cœur de Néa il s'est arrêté et elle s'est mise à dire à Lily « Mais Lily, tes mains !» Là Lily elle se confond en excuses, elle dit « Oups s'il te plaît, pardonne-moi Zoé !» Et bien évidemment, pendant qu'elle dit ça, elle repose ses mains sur la goutte. Quelque temps après, Lily repose une autre question. Zoé, tu peux m'indiquer les prochains numéros gagnants de la loterie? Suite à cette question, Lily elle est toute excitée, vraiment. Elle attend qu'une chose, c'est la réponse. Sauf que Néa, elle ressent pas du tout l'excitation de Lily. Elle a une certaine inquiétude à ce qui va suivre. Il y a quelque chose qui va pas. Les flammes des bougies deviennent de plus en plus grosses. Après une longue attente, la goutte va se déplacer sur pas mal de lettres. Et ça va former la phrase I won't tell you, ce qui peut se traduire par je ne vous le dirai pas. Forcément, Lily elle est déçue de la réponse. Mais elle semble pas consciente de la situation et elle pose une question assez horrible. Quand vais-je mourir? Forcément, Néa elle regarde son amie et elle lui dit mais ça va pas te dire ça? Pourquoi tu demandes ça? Elle essaye de l'empêcher de dire ça, mais c'est trop tard. L'entité a donc commencé à déplacer la goutte. Il a commencé à se déplacer sur les lettres D, E et M, pour finir avec un mot entier qui donnait deux mains. Juste après que le mot soit fini, les bougies ont commencé à devenir folles. Oui, on peut carrément dire ça, elles étaient à pleine intensité, ensuite quasiment pas, et à pleine intensité, c'était un truc de fou. À partir d'un moment, elles se sont carrément toutes éteintes. Là, Néa, elle a décidé que ça y est, ça en était trop pour elle et elle a dit au revoir Zoé. Ah oui, elle est complètement terrifiée. Et pour ça, elle a commencé à déplacer la goutte avec force sur le goodbye. Suite à ça, elle a directement enlevé ses mains de la planche. Ensuite, elle a rallumé les bougies éteintes et elle a demandé à Lily mais c'est quoi ce bordel? Néa de son côté, elle est furieuse et en même temps elle est terrifiée. Oui, Néa, elle est totalement furieuse et terrifiée. Lily, lui répond simplement oh mais calme-toi, c'est pas demain que je vais mourir, t'inquiète pas. Allez, viens rejouer avec moi. Sauf que la voix de Lily, elle sonne un petit peu faux, comme si c'était pas forcément elle. Sans réponse de Néa, Lily elle décide de reposer ses mains sur la planche et d'inviter de nouveau les esprits. Et justement, il y a quelque chose qui semble avoir répondu à Lily. Ce qui fait que derrière, elle va demander comment tu t'appelles. Néa de son côté, elle a pas les mains sur la planchette, ce qui fait que Lily est vraiment toute seule à jouer. Pourtant, Néa n'arrête pas de dire à Lily arrête de jouer. La petite goutte, elle va se déplacer sur le Z, sur le O. Du coup, ils s'attendent à ce que ça finisse par Zoé. Mais non, en fait, la goutte va pas arrêter de faire Z, O, Z, O, Z, O. Et ça, assez frénétiquement. Mais d'un coup, tout ça va s'arrêter net. Néa, elle retient son souffle, elle en peut plus, elle est haletante. Et elle demande à Lily, s'il te plaît, dis au revoir à cette chose, je le sens clairement pas. Elle arrête pas de lui demander, elle la supplie même d'arrêter. Sauf que Lily, elle en a rien à faire carrément, elle se met même à glousser. Elle regarde Néa qui, elle, a des yeux larmoyants. Elle regarde Néa, elle se met à poser une question à l'entité. Quand est-ce que Néa va mourir? Et là, Néa, elle peut voir sous ses yeux une scène d'horreur.
La goutte est en train de se déplacer sur différents chiffres. 01-02-2023. En voyant ça, Lily elle se met à glousser de nouveau et d'un coup, comme ça, elle va s'évanouir sur place. Forcément, Néal se précipite vers son amie et elle essaye de la réveiller. Heureusement, ça a pas pris trop de temps, au bout d'à peu près 2 minutes, elle s'est réveillée. Une fois réveillée, Néa lui dit mais pourquoi t'as fait tout ça? Le petit problème c'est que Lily, elle se souvient pas du tout avoir fait ça. En fait, la dernière chose qu'elle se souvient, c'est avoir retiré ses mains pour applaudir. Suite à cette soirée, Néa elle a renvoyé Lily chez elle et elle lui a dit de ne jamais ramener cette maudite planche de Ouija dans sa maison. À tout ça, Lily elle comprend rien du tout. Pour elle, elle s'évanouit juste après avoir applaudi. Du coup, elle comprend vraiment pas et elle demande à Néa mais pourquoi tu flippes comme ça? Néa, elle décide de son côté de rien lui dire. De 1 pour pas faire flipper Lily et pour pas se faire flipper encore plus. On arrive maintenant au lendemain. Et ce jour-là, Néa reçoit un appel lui disant que le bus surchargé de Lily s'est renversé alors qu'elle revenait du travail. Et elle est morte sur le coup. Là, malheureusement, Néa, elle comprend que ce démon avait prédit la mort de Lily. Déjà, c'est une chose grave, Néa a perdu son ami proche. Mais ça veut dire aussi une autre chose. Eh bien, le 01-02-2023, elle va mourir aussi. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle où elle écrit cette histoire, eh bien, il lui reste quoi? À peu près 1 semaine à vivre. Du coup, elle sait pas quoi faire, elle sait pas comment elle peut empêcher ça. Néa, elle est carrément tentée de rejouer à ce jeu. Tout ça pour demander grâce aux démons qu'elles ont contactés toutes les deux. En faisant quelques petites recherches, elle a compris qu'elle avait peut-être affaire à un démon supérieur. Pendant ce temps-là, Néa elle cogite énormément. Elle se demande mais si seulement j'avais pas accepté de jouer à ce jeu. Et sa véritable question c'est est-ce que je vais mourir le 01-02-2023? Et ça on le saura peut-être pas, je sais pas, parce que si... Enfin, on sait pas, je sais pas, parce que sinon... Soit si la personne elle meurt pas, faut quand même qu'elle écrive sur Reddit qu'elle est pas morte. Et si elle est morte, elle pourra pas écrire sur Reddit. Enfin, vous voyez le truc, c'est compliqué. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Jordan. Tout d'abord, il veut nous préciser que cette histoire est totalement vraie et que ça lui est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Pour ce qui est de son âge, eh bien il a pas encore la majorité, mais ça ne serait tardé, c'est dans un petit mois. Bref, son histoire commence un mardi à 18h30. Tout d'abord, il faut savoir qu'il est dans une résidence depuis bientôt 1 an après avoir déménagé d'une autre résidence. D'ailleurs, il connaît pas trop ses voisins. C'est même un petit peu plus que ça, il les trouve un petit peu bizarres. Mais juste de vue quoi, ils ont des attitudes un petit peu bizarres. L'appartement où Jordan habite est situé au rez-de-chaussée. Et au-dessus de son appartement se trouve une colocation de plusieurs personnes. Jordan, il nous dit qu'il sait pas combien il y a de colocataires au-dessus de lui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au minimum, il y a 2 femmes dont une qui joue du piano. Comment il sait ça, tu vas me dire? C'est assez simple, en fait il entend tout le temps l'une des deux jouer du piano étant donné que les murs ils sont quand même un petit peu fins. D'ailleurs ça fait maintenant 2 semaines que Jordan n'entend plus personne jouer du piano. Et sur le moment il y fait pas attention, c'est plutôt cool d'ailleurs de pas entendre du piano tout le temps. Le mardi 10 janvier vers 17h20, il rentre chez lui après une journée au lycée. Il se précipite vers sa télé pour mettre une bande-annonce d'un film qu'il attend depuis exactement 3 ans. Et en rentrant chez lui dans la précipitation, eh bien il a oublié de fermer la porte à clé. Oui, c'est la seule fois de l'année où il a oublié de fermer la porte à clé. Il le sait que ça fait cliché de dire non mais d'habitude je ferme ma clé mais là cette fois-ci j'ai oublié. Et franchement ça le fait chier étant donné qu'il ferme toujours la porte à clé. Bref, Jordan est tout seul chez lui et il décide alors d'aller se doucher. Après ça, il va dans sa chambre pour commencer ses devoirs. Vers 18h30, Jordan il peut entendre une voix féminine devant sa porte d'entrée. Bon, il y fait pas plus attention que ça, il habite dans un bâtiment à 4 étages et c'est normal qu'il y ait du passage devant chez lui. Et suffit que les gens y soient accompagnés, c'est normal qu'il y ait quelqu'un qui parle devant sa porte. Sauf qu'à un moment, il entend quelque chose d'anormal. Il entend clairement la porte de chez lui s'ouvrir. Là, Jordan commence à paniquer, puisqu'il en est sûr, c'est pas sa mère. Elle est pas du tout en route pour la maison, elle est à son lieu de travail. Il se précipite alors sur la porte en passant par le couloir qui mène directement à son palier. Et là, il peut voir qu'il y a une personne qui est rentrée chez lui. De 1, c'est déjà assez flippant qu'il y a un inconnu qui rentre chez soi. Mais la chose que je vous ai pas dit, c'est que déjà c'est une femme de 30-40 ans à peu près. C'est pas ça qui est flippant bien sûr, mais c'est qu'elle est ensanglantée de la tête aux pieds. La femme est pieds nus et elle a un balai à la main droite. Il y a du sang qui coule de son cou et il se déverse sur le sol. Et franchement, il nous dit que elle tient pas beaucoup debout. Sauf que Jordan, sur le moment, elle se dit que cette personne, elle est soit alcoolisée, soit droguée. Là, chose invraisemblable, la femme va lui demander avec une énorme difficulté de diction. « Vous avez pas vu mon chat ?» En entendant ça, Jordan, il est paralysé. Et la première chose qu'il va lui dire, c'est que oui, il a bien vu son chat. Pourquoi il fait ça? C'est pour pas la contrarier. Il a peur de la réaction d'une personne qui est alcoolique. Après ça, il enchaîne en lui disant que le chat, il l'a vu dans le jardin et qu'il fallait vite aller le voir.
Bien évidemment, c'est faux, mais Jordan, il lui a dit ça dans le but de la faire sortir de chez lui sans lui ordonner de sortir de chez lui. Du coup, sa strate est payante et la femme ne dit rien et sort de l'appartement de Jordan. À la seconde où cette femme a quitté l'appartement de Jordan, il s'est précipité pour fermer sa porte à clé. Il s'est mis à regarder par l'œilleton pour voir ce qu'elle allait faire. Jordan peut voir cette femme dans les escaliers qui se situent à 1 mètre de sa porte. Et justement, ces escaliers mènent vers les caves. Elle marche alors sans tenir sur ses jambes. Jordan y décide qu'il va aller dans sa chambre pour directement appeler la police, jusqu'au moment où il entend un énorme boom. Ce boom, il sait clairement ce que c'est. Il sait que c'est la femme qui s'est pété la gueule. Il nous dit que le bruit était vraiment horrible à entendre. C'était un mélange d'un bruit de sol et d'un crâne qui s'écrase dessus. Donc forcément, ça lui a fait tilt, il sait que la femme est tombée dans les escaliers. La seule chose qu'il sait pas forcément, c'est si elle est tombée la tête la première au sol. Et là, c'est que quelques heures après qu'il a appris ce que je vais vous dire. Puisque les policiers qu'il avait au téléphone lui ont dit de ne surtout pas bouger de là où il est, puisqu'il est mineur et que la police arrive au plus vite. Il a appris plus tard que cette femme était tombée dans les escaliers la tête la première. Son crâne a directement touché le sol et a créé une énorme mare de sang en bas des escaliers à cause de la chute. La mère de Jordan, entre-temps, elle est rentrée à la maison. Et les voisins, ils lui ont expliqué ce qui s'était passé. En gros, la voisine qui est tombée dans les escaliers a été trouvée de l'autre côté de la résidence, au sol, inconsciente. Après ça, Jordan et sa mère, ils ont appris quelques petites choses sur elle. En quelques temps, cette femme a sombré dans la folie et l'alcool, ce qui explique pourquoi son chat criait tous les jours. Apparemment, elle l'attrapait, mais bon, sous l'emprise de l'alcool, elle terrifiait son chat. Jordan, il a une petite théorie sur ce qui s'est passé. Cette dame, elle a sûrement voulu attraper son chat dans son appartement, mais bon, avec 3 grammes de bière dans le sang, c'est compliqué. Elle a dû se cogner un petit peu partout dans l'appartement. Puisque oui, après une enquête, les policiers ont dit que l'appartement était saccagé de traces de sang partout. D'ailleurs, il nous précise que quand ça s'est passé, il était en état de choc. Mais que maintenant ça va, ça n'a pas affecté sa vie. Justement, le petit Jordan, il nous dit que le hasard peut être terrifiant à des moments. Puisque oui, c'est la seule fois de sa vie qu'il a oublié de fermer la porte à clé. Et ça y est, quelqu'un pénètre chez lui. D'ailleurs, il est bien énervé contre cette voisine. Puisque sur le même palier où Jordan il habite, il y a une famille qui laisse toujours sa porte ouverte. Et dans cette famille vit un enfant de 8 ans. Donc imaginez si la dame avait pénétré dans son appartement à lui. Le petit gamin de 8 ans, il aurait pas eu la même réaction que Jordan. Il aurait été complètement tétanisé. Bref, voilà, c'est ainsi que se termine ce premier thread d'horreur. Enfin non, j'ai oublié un petit truc, Jordan il est énervé aussi contre elle parce qu'il pense qu'il y a d'autres moyens de s'en sortir dans la vie. L'alcool et la drogue, ça fait pas tout. Et je suis totalement d'accord avec lui, il y a d'autres moyens de s'en sortir. Alors oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si vous êtes dans ce milieu-là, oubliez pas, il y a des numéros pour ça. Et d'ailleurs, moi si vous êtes dans ce cas-là, je vous envoie de la force pour vous en sortir. Voilà, petit message comme ça. Allez, on va passer au second thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Laura. Cette histoire se passe un vendredi soir de mai 2022. Laura sort en boîte avec 2 amis et passe vraiment une très bonne soirée. Elle se souvient qu'elle a bu qu'un verre de vin. Bon, c'est un petit peu fou quand on entend parler d'alcool alors que la précédente histoire, justement c'est à cause de l'alcool. Mais bon, vous inquiétez pas, c'est juste pour dire. Puisque Laura, elle a pris le volant de sa voiture 2 heures après avoir bu son verre. Je peux pas te dire si t'as dessoulé, j'en sais rien, je bois pas d'alcool du tout. Et ça apparemment c'est pas le cas de tout le monde. Puisque je vous l'ai dit, elle est avec 2 amies qui, elles, sont totalement déchirées. Ce qui fait que Laura, elle décide de les ramener chez elle une par une. La deuxième copine de Laura habite assez loin. Et sur le chemin du retour, Laura peut entendre le bruit d'une moto de plus en plus assourdissant. Jusqu'à ce qu'elle aperçoit un homme juste derrière sa voiture qui lui fait un signe de s'arrêter. Sans réfléchir, Laura rentre dans le premier parking qu'elle aperçoit et le motard la suit. Il s'est mis directement à sa fenêtre, Laura descend et il lui dit qu'il y a quelque chose qui pend sous sa voiture et qu'il faut qu'elle se baisse. Bon, par réflexe, Laura l'a baissé la tête. Et lui, de son côté, il en a profité par la prendre par les cheveux. Il l'a allongée sur les 2 sièges et il s'est mis directement au-dessus de Laura. L'homme au-dessus d'elle a un casque de moto, donc elle peut pas du tout voir son visage. L'homme commence à l'insulter et lui hurle de fermer sa gueule sinon il va la tuer. Je reprends juste les mots, c'est pas moi qui a dit ça. Il va alors sortir un gros rouleau de scotch très épais et commencer à ligoter ses poignets avec. Laura, elle sait pas quoi faire, donc elle se remet à crier de plus belle. Mais elle se retrouve à 3 h du mat, allongée dans sa voiture avec un homme baraqué sur elle qui ligote ses mains. Toutes les circonstances à ce moment-là sont mauvaises, puisque en plus de ça, y a aucune lumière. Y a personne en vue et son téléphone n'a plus de batterie. Là, l'homme va lui prendre les jambes et va également les scotcher. Tout ça en lui criant d'aller sur le siège passager et que lui, il va l'emmener quelque part. Sauf qu'à partir de ce moment-là, Laura sait que si ses chevilles sont ligotées, c'est définitivement pour elle de s'enfuir. Laura prend donc alors son plus grand courage et lui met un grand coup de pied dans les parties génitales. Et là, réflexe, elle fait comme elle peut, elle mord la première chose qu'elle peut, c'est-à-dire le pouce de cet homme. Mais elle mord vraiment de toutes ses forces.
Sauf que malheureusement, ça a énervé encore plus cet homme. Il l'a donc pris par les cheveux et l'a frappé. Mais elle a réussi par elle ne sait même pas quel miracle à sortir de la voiture. L'homme continue toujours de la frapper, elle est à terre. Mais dans un dernier élan de courage, elle se relève et court le plus vite possible. Sauf qu'à ce moment-là, Laura est en talons et elle est attachée au niveau des poignets. Elle a couru jusqu'à un rond-point, mais toujours aucune voiture à l'horizon. Elle décide donc de faire le truc le plus simple à ce moment-là, c'est d'aller dans un ravin juste à côté. Et qu'est-ce que fait l'homme pendant ce temps-là, vous allez me demander? Eh bien Laura, elle peut entendre que l'homme a repris sa moto et qu'il tourne pour la chercher. Et elle peut entendre le bruit de sa moto qui fait des allers-retours pendant plusieurs minutes. À ce moment-là, Laura, elle se dit que c'est fini pour elle, qu'il va la retrouver. Après quelques minutes interminables, elle peut entendre que la moto ne revient pas. Donc, elle décide de remonter ce ravin. Elle a enlevé ses talons et elle s'est mise au milieu de la route pour arrêter la première voiture qui va arriver. Elle est tombée sur deux personnes qui étaient complètement bourrées et qui comprenaient pas bien ce qu'elle essayait de leur dire. Enfin, les gars divaguaient clairement et ils ont dit qu'ils allaient tuer le gars de la moto. Comme quoi, ils ont un fusil dans le coffre et que justement, ils vont pouvoir buter le gars de la moto. Ce qui est vachement cool et rassurant pour Laura qui vient juste de se faire agresser, on le rappelle. Donc finalement, Laura et ces personnes se sont baladées dans le quartier pendant environ 20 minutes. Et Laura, elle se retrouve entre les deux gars. À ce moment-là, elle se dit que c'est peut-être même pire que d'être avec le premier gars. Ils se mettent à lui demander si elle a pas des petites cigarettes. Ensuite, ils lui demandent carrément des sous. Et Laura, elle le sent clairement pas cette situation. Et du coup, elle leur donne de l'argent. En vrai, elle leur donne même tout l'argent qu'elle possède à ce moment-là. Elle leur dit même qu'elle se sent un petit peu mieux et qu'elle aimerait bien qu'il la ramène à sa voiture. Et heureusement, bingo, ils l'ont raccompagnée à sa voiture. Elle se souvient d'avoir hurlé dans sa voiture toute seule pour savoir si ce qu'elle venait de vivre était réel. Après ça, Laura a décidé directement d'aller chez sa meilleure pote qu'elle venait de déposer. Puisque là, elle voulait clairement pas rentrer chez elle pour voir ses parents dans l'état où elle était. D'ailleurs, c'est la mère de son ami qui lui a ouvert. Laura, elle était trempée et elle avait un petit peu de sang par-ci et par-là. Et un autre détail qu'elle nous a pas dit, c'est que l'homme lui avait mis un coup de bombe au poivre dans les yeux. Bien évidemment, au moment où Laura voit la mère de son ami, elle est dans l'incapacité de dire quoi que ce soit. Le lendemain, elle leur a tout raconté et elles ont appelé la police pour faire une déposition. Bon, je sais pas comment ça s'est passé, mais Laura a appris que son agresseur l'avait suivi depuis la boîte. Et que du coup, ça faisait 30 minutes qu'il la suivait. Le gars a 30 ans, il a une copine et il y a de ça un mois, il a demandé Laura sur les réseaux sociaux. La déposition de Laura a même permis à une autre fille de déterminer que c'était le même agresseur qui l'a agressée. Sauf que cette fille n'a pas eu la même chance que Laura. Et elle, pour le coup, n'a pas réussi à échapper à son abus. Et à l'époque, cette fille n'avait pas réussi à l'identifier, étant donné qu'il avait un casque de moto. Alors là, attention, mais l'homme a nié tous les propos en disant que c'était Laura qui l'avait agressé. Et apparemment, cette histoire va bientôt passer au tribunal. Bon, je vous fais pas de blabla, j'espère que le gars sera condamné. Je comprendrai jamais ce comportement, mais tant mieux, ça veut dire que je suis normal. Voilà, Laura, si tu passes par là, courage à toi, on t'envoie de la force. D'ailleurs, pareil, de la force pour Jordan. Bon, ces deux petits threads, ils sont maintenant finis, j'espère que vous les avez kiffés. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait pas de mal. Si t'es pas abonné, c'est le moment de le faire. Là, t'as le petit Instagram, ça fait plaisir. Et si tu veux en faire plus, hésite pas à écrire un petit commentaire ou même à partager la vidéo sur tes réseaux sociaux. Tu peux me taguer sur Insta, y a pas de souci. Allez, c'était Delcor, on attend la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.